Je pense qu'il existe des individus qu'on devrait reconnaître comme étant d'utilité publique. Et évidemment, j'en ferai partie. J'entends déjà certains d'entre vous au fond de la classe. Mais pourquoi elle se fait appeler la meuf inutile alors ? Parce qu'elle est d'utilité publique, justement. Mais passons. Hier, alors que j'étais dans un de ces dimanches rythmés par les séances d'onanisme et les allers-retours stériles au frigo, stérile parce que j'ai jamais rien d'intéressant dans mon frigo, genre que des légumes, j'ai reçu un message d'un mec avec lequel j'avais traversé une énième situationship. On en a déjà parlé de ça, des situationships. Mais je réexplique, pour ceux qui prennent en cours. En gros, c'est une relation qu'on ne peut pas vraiment qualifier parce qu'elle se caractérise par le refus de tout engagement. Vous savez, c'est quand vous parlez de quelqu'un avec qui vous passez du temps, majoritairement allongés nus dans le même lit, et l'un sur l'autre. Souvent, mais avec qui, pour X raisons, souvent à l'initiative d'un des protagonistes, il est impossible de poser un mot sur ces entrevues. D'ailleurs, vous ne décidez jamais à l'avance des dates de vos rendez-vous. Vous vous voyez quand vous vous voyez. Et quand vous en parlez à vos potes, vous dites la personne que je vois en ce moment. Et non mon mec, ma meuf, parce que ça sonne faux. Parce que vous avez le sentiment que si vous le prononcez, ce mot, vous serez, selon ce que vous avez dans la tête, enchaîné à tout jamais à cette personne ou au contraire, elle disparaîtra de votre vie à la minute même où vous aurez prononcé le mot, vous laissant songeur. Cette personne a-t-elle vraiment existé ? C'était avant le Covid, en 2019 je crois. Je l'avais rencontrée sur une app, une de celles qui vous propose de matcher selon les affinités, vous faisant espérer que la bonne personne se trouve peut-être là, en vous proposant des tas de profils avec un pourcentage de matching très élevé. Pourcentage de matching qui repose sur des questions de type vin rouge ou blanc, gauche ou droite. Sortiriez-vous avec quelqu'un de très bordélique, qui a de gros problèmes financiers, qui se drogue ? Et c'est un peu bête parce que ça repose sur le fait que vous y ayez répondu de la même manière à toutes ces questions. Et évidemment, c'est un leurre parce que ce n'est pas parce que vous aimez les mêmes choses que vous les aimez pour les mêmes raisons. Enfin, je m'égare, je digresse. Donc c'était en 2019, enfin je crois, et si je me souviens bien, on a décidé de se rencontrer parce que la discussion était fluide. Et accessoirement parce qu'on avait un peu la dalle tous les deux. Quand il a passé la porte de mes pénates, je me suis dit... Zut. Il est tout petit, tout maigre. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ce hobbit grandeur nature ? Mais on a discuté longtemps. Il me trouvait cool. Il montrait une grande curiosité pour mes goûts, les films que je matais, les trucs que je lisais. Il était ouvert au débat et adorait m'écouter parler de moi. Il avait l'air sincère. On a passé la nuit ensemble. C'était drôle. Et doux. Le lendemain, on est parti se faire un fast-food ensemble. Je me sentais immense à côté de lui. Genre, si David et Goliath avaient choisi l'amour plutôt que la violence. À l'époque, j'habitais dans une ville plutôt cool de la banlieue Est. J'étais pétrifiée à l'idée de croiser une bande de petits mecs désœuvrés et agressifs qui nous auraient pris pour cible. Je me disais que je devais être prête à faire usage de ma répartie la plus cinglante. J'étais tendue. Mais lui s'en foutait. Et au final, lorsqu'il prenait mes mains dans les siennes, en plongeant avec tendresse dans mon regard, j'avais l'impression d'être dans une de ces scènes de série qui se déroulent à New York,
où deux protagonistes névrosés et en mal d'amour trouvent enfin ce qu'il leur faut et le célèbrent en se bouchant tranquillement les artères. J'ai la projection facile et je l'imagine déjà rencontrer mes potes et ma famille. Je nous imagine, chez moi, à jouer aux échecs, un podcast féministe en fond, la vie, la vraie. À l'époque, je bosse beaucoup et lui pas du tout. Le soir, il attend que je l'appelle pour me plaindre de ma journée. Quand je rentre tard d'une soirée, il décroche son téléphone pour me rassurer alors que je marche seule, dans des rues mal éclairées. C'est plutôt cool, alors ça continue. On traîne tout le temps chez moi. Je lui fais à manger et je fais en sorte de l'aider à répondre à ses questions existentielles. J'ai envie de rendre le monde plus doux pour lui. Il aimerait en faire de même pour moi, mais il n'y arrive pas. Lui, tout ce qu'il a à m'offrir, c'est un peu de doute et de questions existentielles. Il aime bien me parler de ses ex et faire des comparaisons. La plupart du temps, il me fait comprendre qu'intellectuellement parlant, il n'y a pas photo. Je suis dans la stratosphère. Mais physiquement, c'est... comment dire ? Problématique ? Il ne le dit jamais clairement, mais il a bien noté que nos proportions ne s'accordent pas vraiment. Ses ex collent mieux à son image de marque. Elles sont plus petites que lui, minces, avec les bonnes courbes, aux bons endroits. Mais la discussion n'était pas aussi fluide qu'avec moi. Elle n'était pas aussi drôle. Elles n'ont jamais essayé de l'intéresser au féminisme, à l'intersectionnalité. Il me dit souvent qu'avec moi, il parvient à voir le monde autrement. Mais il me dit aussi que je ressemble à une boule à facettes quand j'enfile ce pyjama trop mimi que j'ai chopé sur le site Savage ou qu'il adore passer du temps avec moi mais que ses potes n'ont pas l'habitude de le voir avec des filles comme moi. Le genre de meuf contre qui il perdrait à coup sûr si on jouait à la bagarre. Bien sûr que ça me frustre. Mais je peux pas perdre 10 centimètres. En tout cas, pas en hauteur. Et j'aurais toujours l'air d'être une force de la nature, et indépendante, et intelligente. Il finit quand même par me présenter son meilleur ami. Et pareil, ça match plutôt bien. Il me le dira plusieurs fois après la rencontre. Il m'a adorée. Mais moi, pendant cette rencontre-là, j'ai bien senti qu'il ne nous prenait pas au sérieux. Encore cette différence de taille. Vous voyez bien que ça le gênait, qu'il ne savait pas comment se comporter avec moi. Oui, boys, enfin, little boys, will be little boys. Et après ça, tout a changé. Le désir s'est effacé lentement. Il ne venait chez moi que pour chercher cette dose de réconfort que je lui offrais si généreusement. Dormir près de moi, découvrir de nouveaux morceaux, de nouveaux auteurs, de nouveaux podcasts, se cultiver et être bien. Je le savais. Mes potes me disaient que je faisais la mère de substitution. Ça me vexait, parce qu'ils avaient raison. Et puis, il est venu de moins en moins. Il ne répondait plus aussi vite aux messages que je lui envoyais. On le sait tous, ça sentait la fin. On s'expliquait par texto comme des adolescents. Il a fini par avouer qu'il n'assumait pas mes proportions. J'étais trop. Et hier, j'ai reçu ça. Coucou, je pense à toi, j'espère que tu vas bien. Je voulais te remercier de tous les moments qu'on a passés ensemble. J'ai répondu ça, c'est vrai qu'on a passé des moments sympas. Mais je pense que pour moi, ils n'étaient pas nécessaires. Certaines de tes remarques et ta volonté de refuser toute ouverture à une quelconque évolution sous prétexte que je ne ressemblais pas aux personnes que tu fréquentes habituellement m'a marqué, me donnant le sentiment que je devrais changer pour plaire à quelqu'un. Je m'en serais bien passé, mais je t'en veux pas.
J'ai fait l'erreur d'aller vers quelqu'un qui ne me convenait pas. Il s'est excusé, mais je crois davantage au fait d'éviter de faire de la merde, surtout lorsqu'il est question de sentiments. J'ai surkiffé chacun de mes moments avec toi. Désolé si je t'ai fait des remarques nulles et complètement connes. J'étais en phase de changement et de déconstruction et je sais que tu m'as beaucoup aidé en cela, d'ailleurs et je t'en remercie, tu m'as apporté pas mal de bons trucs, que ce soit des souvenirs ou des échanges qui m'ont moi-même changé et amélioré. Merci de le reconnaître. Ça me fait même chier que tu retiennes surtout ça de moi, j'aurais aimé t'apporter autant que tu m'as apporté. Tout le monde ne peut pas atteindre mon niveau de perfection. Il a ajouté un emoji rire, mais moi je suis pas sûre d'avoir écrit ça au second degré. Tu voyais pas et tu sentais pas que tu me plaisais ? Bon, ça c'est mon problème. J'ai du mal à croire que je plais vraiment à quelqu'un. Mais je garde ça pour le moment où je reprendrai les séances de psy. Et là il m'écrit « Quand je pense au meilleur cadeau qu'on ait pu m'offrir, t'en fais partie. » Ça me touche à peine, mais ça me touche quand même un peu. Alors je lui réponds « C'est gentil de dire ça, mais tu sais souvent avec les mecs on a l'impression qu'ils sont là que pour le sexe et le confort qu'on leur apporte. Je pense que la présence ne suffit pas. Pas pour moi en tout cas. » J'avoue que j'étais là pour le sexe et le confort, je vais pas te mentir. Et aussi parce que j'aimais te parler. Là je me dis « Bah voilà, j'avais raison depuis le début. » Et puis, tout le monde aime me parler. Alors je lui dis ça fait toujours plaisir de se savoir utiliser. Pour moi, ça n'entre pas dans la définition du mot « plaire ». Je pense pas que je t'ai utilisé et c'est dommage que toi tu penses ça. Je me dis que c'est pas à lui de décider. Ça fait partie de la vie. Je choisirai mieux la prochaine fois. Je peux faire quelque chose pour me racheter ? Je pense pas. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, au moins autant que j'ai pu plaire à ce garçon, n'hésitez pas à le dire en laissant un avis sur Apple Podcast et des étoiles sur toutes les plateformes qui utilisent ce système de notation. Suivez le podcast de la Meuf Inutile sur Instagram et Threads. Si vous avez envie de réagir à cet épisode ou à un autre, ou même de participer aux digressions non disruptives sur le dating et les autres choses de la vie, écrivez-moi à digressioninutile@gmail.com. Digression au pluriel, inutile au pluriel. Bisous.